Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci à Valérie Lasserre de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de revenir dans cet amphi où j'ai fait mes premières armes comme professeur pendant quelques années. J'ai un peu l'impression de revenir dans une chambre d'enfant. Enfin, c'est très agréable. J'aime beaucoup cet endroit, surtout pour parler d'un sujet aussi passionnant. Alors, il est vrai que, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, j'ai pas forcément moi l'expérience de la médiation à proprement parler. J'ai l'expérience de l'arbitrage, donc je suis là aussi l'avocat du diable, en quelque sorte, mais je n'ai aucune condescendance, bien au contraire, pour la médiation, pour les raisons que je vais exposer tout de suite. Mais j'ai eu l'occasion, justement, en évoluant dans le milieu de l'arbitrage international, de rencontrer de plus en plus de médiateurs, ou de gens qui faisaient de l'arbitrage avant, qui se sont mis à la médiation, soit comme conseil de partie, soit comme médiateurs eux-mêmes. Et donc on assiste quand même à une porosité, à mon avis, croissante entre ces deux milieux, qui est assez intéressante. Le point de vue ici que je voudrais exprimer, c'est donc celui du droit international des investissements, c'est-à-dire simplement ajouter une petite dimension à celle que Maître Boineau a déjà apportée, c'est-à-dire on est en matière internationale, mais moi je vais rajouter un peu d'État. C'est-à-dire que jusqu'ici on parlait de relations entre entreprises, et ce que j'appelle un contrat d'investissement, ce serait un contrat passé entre une entreprise étrangère et un État. Donc c'est des contrats de grande envergure, c'est des opérations par laquelle une entreprise va aller assumer la distribution de l'eau potable dans une ville étrangère, elle va assurer la récolte des déchets, elle va assurer un réseau de téléphone mobile ou autre, ou exploiter une mine ou que sais-je. Enfin, donc ce sont des opérations qui sont quand même confiées à des entreprises de très grande taille, dans des États qui ne brillent pas toujours par leur stabilité politique, mais qui ont parfois des ressources et des besoins. Et donc c'est vrai que traditionnellement on mettait des clauses d'arbitrage dans ces contrats-là. On mettait des clauses d'arbitrage, mais petit à petit, la médiation est quand même en train de s'imposer de plus en plus pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Et je voudrais quand même juste partir d'un point de départ historique, qui est que cet arbitrage entre entreprises et États, c'est un arbitrage assez institutionnalisé par tradition, notamment autour d'une structure qui est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qu'on appelle le CIRDI par ses initiales, qui est un des organes de la Banque mondiale, qui a été créé en 1965. Qui est un centre d'arbitrage. Mais la convention qui met en place le CIRDI entre en place en 1965, et en 1967, le CIRDI publie un règlement de conciliation et de médiation entre investisseurs et États. Donc la CCI a attendu 2014. Le CIRDI, dès 1967, est conscient du fait que l'arbitrage présente peut-être certaines faiblesses qui font qu'il faut mettre en place un règlement de médiation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le règlement est aussi ancien que l'arbitrage, mais ça fait quelques années à peine qu'il commence à émerger pour des raisons que vous avez exposées. Et on voit de plus en plus dans les contrats, effectivement, dans les contrats, même des contrats d'État, des contrats de concession, des très très gros contrats entre une entreprise minière et un État, par exemple, des clauses qui subordonnent en fait le recours à l'arbitrage à une médiation préalable. C'est beaucoup ça qu'on voit. Alors soit des clauses alternatives, soit des clauses qui font appel qui imposent le recours à la médiation, ce qui fait que l'entreprise serait irrecevable à aller à l'arbitrage, tout simplement, si elle ne recourt pas à la médiation, en étant tenue par une obligation de moyens dans le cadre de cette médiation, c'est-à-dire faire le maximum pour que ça aboutisse. Donc je dis, dans un premier temps, c'est vraiment l'arbitrage qui s'est imposé. Et il semble depuis quelques années, j'ai vu vraiment émerger depuis 4 ou 5 ans la médiation dans ce type de contentieux, qui de nouveau sont des contentieux colossaux. Il faut imaginer Areva qui poursuit le Niger pour une mine d'uranium dont elle a été expropriée, ou Orange qui poursuit l'Argentine parce qu'elle n'a plus le droit d'exploiter le réseau hertzien sur tout le territoire argentin. Donc c'est des centaines de millions de dollars qui sont en jeu, voire davantage. Et donc, c'est vraiment des contentieux importants. Et pour autant, la médiation a probablement un rôle à jouer pour des raisons qui ont été exposées et qui, à mon avis, dont certaines tiennent à la philosophie générale de la médiation qui a été rappelée par Valérie Lasserre au début, mais aussi à la singularité de ce type de contentieux. D'abord, il est évident que la médiation, c'est moins cher. Parce qu'un arbitrage d'investissement, aux 35 millions de dollars d'honoraires d'avocats, il faut ajouter les honoraires de la partie adverse si on perd, donc 70 millions. Il faut ajouter... Ah, c'était le total. Bon, pardon, c'était un petit contentieux, alors. C'est déjà correct. Il faut ajouter les honoraires des arbitres, quand même, qui sont généralement 3 000 dollars par jour dans le CIRDI par personne, ce qui est le plancher. Le CIRDI paye mal. Je cite un avocat.
Donc voilà, c'est vraiment des contentieux faramineux. Alors, en plus, c'est pas une seule sentence, hein. Il y a une phase sur la compétence, mémoire, contre-mémoire, réplique, duplique, audience, 18 mois. Décision sur la compétence, mémoire, contre-mémoire, réplique, duplique, audience. Mémoire sur sentence sur la responsabilité. Enfin bref. Et puis, nouvelle phase sur l'indemnisation, nouvelle phase sur l'annulation, nouvelle phase sur l'exécution. Ça dure 10 ans. Hein. Et donc, évidemment, une médiation qui peut être beaucoup plus rapide parce qu'elle est plus discrète, dans bien des cas, intéresse davantage les parties. Ça intéresse aussi les parties pour une raison qui a été évoquée, c'est le maintien de la relation. Et ça, c'est très frappant. J'ai discuté avec pas mal de directeurs juridiques de très grosses entreprises qui me disent souvent, et je crois que c'est un discours assez sincère, ils me disent, nous, on va à l'arbitrage, on n'en a pas envie d'aller à l'arbitrage. Encore une fois, je suis à Areva, je suis au Niger, l'uranium, il est là, hein, je ne peux pas aller le chercher ailleurs. Moi, j'ai tout intérêt à rester là, à garder mon contrat de concession, à me faire rétablir dans mes droits. Je n'ai pas envie de briser la relation avec l'État. C'est encore plus vrai en matière de ressources naturelles, d'extraction minière, parce que les ressources, elles sont là, et donc on a besoin de la relation avec l'État. Et donc, autant l'arbitrage constitue quand même un peu une rupture, et généralement, une fois que le tribunal arbitral constate la fin du contrat et prononce une indemnisation, c'en est terminé de la relation juridique, et clairement, du côté des entreprises, il y a un besoin aussi de maintenir cette relation qui est assez frappant. Mais il y a aussi, je dirais, 2 ou 3 paramètres qui sont, à mon avis, vraiment spécifiques à cette relation particulière investisseur-État. C'est que, souvent, dans ce type de contentieux, c'est l'entreprise qui poursuit l'État, et ce qui est en cause, c'est souvent des mesures adoptées par l'État qui peuvent être des mesures, au moins en partie, au moins matinées d'intérêt général. Des mesures de protection de l'environnement, des mesures sociales, des mesures fiscales, des mesures de régulation économique, bancaire, etc. Et donc, ce qui est en jeu derrière, c'est pas seulement un contentieux entre 2 sujets de droit, c'est l'intérêt d'une population, c'est l'intérêt général incarné par l'État. Et le fait de confier l'évaluation de la licéité internationale d'une action de l'État à 3 arbitres, qui en plus sont parfois des universitaires, quelle horreur. Le fait de confier à un tribunal arbitral dit privé l'examen de la licéité internationale d'une mesure de l'État, ça paraît très très difficile, très contestable. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent un problème de légitimité dans ce type de contentieux. Il y a souvent un problème de légitimité, un problème de protection de l'intérêt général, qui n'est pas tout à fait adapté à la dimension très verticale de la justice arbitrale et à la dimension juridictionnelle. Hein, juridiction, on dit le droit de manière contraignante dans la juridiction, et souvent les États sont évidemment beaucoup plus favorables à une approche un peu plus horizontale dans laquelle on va discuter. Il y a un deuxième élément qui vient du fait que la médiation correspond davantage, c'est un peu plus théorique, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais qui correspond davantage un peu à la logique du droit international. Le droit international, c'est un droit qui est parfaitement contraignant et obligatoire, mais qui repose sur le consentement des États. C'est un droit horizontal, comme je dis souvent, contrairement au droit français ou au droit européen qui vient d'en haut, et on n'a pas le choix. Dans le droit international, c'est un système, le droit est fait par les sujets eux-mêmes. Et donc la médiation correspond beaucoup plus à cette logique. Les États sont sans doute plus prêts à s'y conformer. Et donc de ce point de vue-là, il y a quand même, à mon avis, une explication essentielle du fait que la médiation émerge clairement dans le contentieux arbitral. Maintenant, ça pose une difficulté, dans le contentieux international de l'investissement, pardon, ça pose quand même une difficulté spécifique dans le cadre de ce type de contentieux qui m'a été mise en lumière par justement un avocat qui est médiateur dans certaines affaires d'investissement. C'est la question de l'identification de l'interlocuteur. Question qui ne se pose pas tellement dans le cadre d'une entreprise. Il y a un PDG, il y a un directeur juridique, on sait à qui parler. Mais dans le cadre d'un État, surtout quand on parle d'États qui sont parfois un peu en proie à des troubles internes, et j'ai été confronté moi-même alors dans des arbitrages, mais à des affaires de ce type-là, quand vous êtes contre la Libye, à qui faut-il s'adresser? Qui est le gouvernement libyen? La solution facile, hein, pour laquelle je milite, c'est de prendre celui qui est reconnu par les Nations Unies. C'est on prend le gouvernement officiel. Mais le gouvernement officiel, il maîtrise 15% du territoire. Si ça se trouve, il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec la mine d'uranium qui est à l'autre bout du territoire de l'État. Et ça, c'est une problématique qui, à mon avis, est vraiment singulière à ce type de litige, qui peut aussi peut-être constituer un revers pour la médiation. C'est-à-dire qu'on préfère à la limite aller à l'arbitrage parce que l'arbitrage, c'est contre la personne morale État. L'État, il se débrouille pour se faire représenter par qui il veut. La question ne se pose pas. Dans la médiation, dans la mesure où il faut discuter avec quelqu'un qui a les pouvoirs d'engager l'État. Et ça,
ça peut encore une fois poser des difficultés. En plus, on voit des États qui ensuite vont poursuivre le fonctionnaire qui s'est engagé en son nom, etc., etc. Ce qui malheureusement risque de ruiner un peu les efforts de la médiation. Donc voilà en substance cet état des lieux et ses perspectives. Je voudrais simplement terminer en ouvrant quelques perspectives et en exprimant quelques regrets là aussi, qui est que une fois encore l'Union européenne, pour laquelle j'éprouve un profond attachement, mais une fois encore l'Union européenne a fait de la politique et elle s'est fourvoyée dans ses relations avec ses partenaires extérieurs. Je pense par exemple au CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. On en pense ce qu'on veut, c'est pas le sujet. Dans cet accord avec le Canada, on a mis en place un système de règlement des différends entre investisseurs et États. Des investisseurs européens au Canada peuvent poursuivre le Canada s'ils ont des problèmes, et l'inverse est vrai aussi. On a dit beaucoup de choses sur ce système, beaucoup de choses fausses, beaucoup d'âneries comme d'habitude, bon, peu importe. Ce qu'on peut regretter, c'est que ce système, il est purement juridictionnel. Et qu'en fait, il n'y a quasiment aucune place faite à la médiation dans cet accord. Alors que l'on parle quand même de l'Union européenne d'un côté et du Canada de l'autre. C'est-à-dire des entités politiques qui se parlent, qui sont amies au sens, qui sont extrêmement proches, c'est pas comme les États-Unis ou la Chine. Avec le Canada, on peut parler. Et c'est vraiment dommage parce que le CETA, qui était un peu un coup d'essai de l'Union européenne dans le cadre de sa politique commerciale commune. Pourquoi on a commencé par le Canada? Parce que ce qu'on peut faire avec le Canada, ensuite, ce sera un modèle. Et le Canada, c'est vraiment le pays ami, on peut vraiment tout faire avec eux. Et je regrette vraiment que dans le cadre du Canada, là, on n'ait pas promu davantage la question de la médiation qui aurait pu probablement émerger comme un mécanisme. Et finalement, là, on a voulu faire un système qui ne soit pas complètement de l'arbitrage, que la Cour de justice a réussi à trouver conforme au droit européen, parce qu'elle est assez forte quand elle le veut. Mais voilà, on reste finalement dans cette logique très verticale qui, à mon avis, n'est pas un gage d'efficacité. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, je trouve dommage que les législateurs ne tiennent pas suffisamment compte de ces avancées qui sont réelles dans le milieu. Quand on connaît un peu le milieu de l'arbitrage, on voit vraiment que ça émerge. Et il est évidemment à souhaiter que ça se développe. En tout cas, c'est ce que je souhaite assez largement.